Donc, on va commencer. Bienvenue à cette nouvelle conférence dans notre série réinventée virtuelle des conférences du CRCHUM. J'espère que tout le monde va bien. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir, vraiment plaisir d'accueillir notre duo que Lise Gauvin va vous présenter. Donc, sans plus tarder, d'abord, je les remercie tous les deux de s'être prêtés à l'exercice. S'il y a un moment dans notre carrière ou dans notre histoire où le dialogue, plus que le dialogue, le travail, la collaboration avec les patients est important, c'est bien en ce moment. Alors, je suis content qu'on entende parler des patients comme acteurs de nos efforts et puis de notre travail aujourd'hui. Et je vais laisser Lise, qui est donc directrice adjointe scientifique pour la recherche en santé des populations au CRCHUM et responsable de l'axe Carrefour de l'innovation, vous présenter nos deux conférenciers. Merci Vincent. C'est en effet un grand plaisir pour moi de faire l'introduction de cette présentation qui va porter sur les patients, les acteurs incontournables de la crise COVID-19. Alors, notre duo est composé de Audrey L'Espérance et Vincent Dumez. Alors, Audrey est conseillère stratégique et associée de recherche au Centre d'excellence sur le partenariat avec les patients et le public. Elle a complété un doctorat en sciences politiques à l'Université d'Ottawa et un stage postdoctoral de 2 ans à l'Université de Toronto. Elle a aussi été chercheur invité au Royaume-Uni au BIOS Center for the Study of Bioscience, Biomedicine, Biotechnology and Society à la London School of Economics and Political Science en Grande-Bretagne. Ses travaux ont porté sur les pratiques et les politiques publiques qui sont liées à la procréation médicale assistée, au savoir expérientiel, à l'expérience et à l'élaboration de politiques publiques. Et elle s'est développée une expertise en évaluation de programmes, de même qu'en analyse de politiques publiques et en gestion des projets dans divers milieux académiques et de santé publique. Vincent Dumez, que plusieurs d'entre vous connaissez aussi, est le directeur et co-directeur du Centre d'excellence sur le partenariat avec les patients et le public. Il est titulaire d'un baccalauréat en finance et d'une maîtrise en sciences de la gestion du HEC Montréal. Et jusqu'en 2010, il a été un associé d'une firme de conseil en management, puis il est intervenu durant 13 ans à titre de conseiller stratégique auprès de grandes entreprises québécoises en contexte de transformation. Toutefois, il a décidé de faire des engagements dans d'autres domaines, entre autres parce qu'il était atteint de 3 maladies chroniques depuis plusieurs années et donc un grand usager des services de santé. Il s'est engagé activement dans la promotion du concept dont on va entendre parler, c'est-à-dire celui du patient partenaire. Et cet engagement s'est illustré dans son mémoire de maîtrise et il a démontré à travers les années un intérêt pour la formation des patients, pour son action au sein de différents organismes communautaires et sa participation comme conférencier. Finalement, il a pris la direction du programme patient partenaire de la Faculté de médecine à l'Université de Montréal en octobre 2010. Et aujourd'hui, il co-dirige une organisation large avec Philippe Karazivian, la direction collaboration patient partenaire. Depuis septembre 2015, il est aussi co-responsable avec Antoine Boivin de la stratégie de recherche en partenariat avec les patients et le public de l'unité de soutien à la recherche axée sur le patient du Québec. Ça, c'est pour faire court, comme l'a dit Vincent. Et il y a aussi eu des projets en lien avec le ministère de la Santé et des Services sociaux, les IRSC, Agrément Canada, la Fondation canadienne d'amélioration sur les services de santé. Et plus récemment, il a été nommé co-directeur du plus récent réseau de recherche du FRQ, c'est-à-dire le réseau québécois sur la COVID-19. Alors, nous allons faire un événement en 2 temps. Dans un premier temps, Audrey et Vincent vont nous faire une présentation et ensuite, on ouvrira sur des échanges et des questions. Nous vous inviterons à utiliser le chat ou le clavardage pour formuler vos questions et je vais faire de mon mieux pour les communiquer à nos présentateurs. Alors, Audrey, Vincent, à vous la parole. Merci Lise. Merci beaucoup, Lise. Vincent.
Alors, bonjour à tous, on est très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Peut-être une petite précision sur ce que vient de dire Lise, le Centre d'excellence en partenariat avec les patients et le public, il est co-dirigé par Philippe Carazivan et Antoine Boivin et bien entendu aussi Marie-Pascale Paumet qui est avec nous aujourd'hui et qui a été une grande collaboratrice dans les dernières semaines sur tout ce qui va vous être exposé aujourd'hui. Alors, petit complément d'information. Donc, ça nous fait plaisir de vous parler un petit peu de ce qui s'est passé dans les 2 derniers mois, à peu près un peu plus de 2 mois maintenant avec nous. Alors, vous savez, on a commencé quand le 12 mars est arrivé, en fait, on se demandait ce qui allait se passer avec le partenariat patient. On rentrait dans un univers qui était brusquement dominé plutôt par l'urgence et l'intensivité. C'est généralement pas un univers propice à prendre le temps de collaborer et d'être en partenariat. En tout cas, c'est pas forcément la priorité. Donc, on était un peu inquiets. On se demandait si tout allait s'arrêter et tout allait être mis entre parenthèses. Et puis finalement, non. Très rapidement, les premières expériences ont démarré, en fait, très vite. Quand ça a commencé, tout le monde se rappelle du 13 mars, du vendredi 13 mars. Alors, dès le 14, en fait, on a été en action et notre action, en fait, nos actions en général ont totalement changé par rapport à ce qu'on faisait la semaine d'avant. Et on a pu observer que les réflexes en termes de partenariat patient, notamment, particulièrement au Québec, étaient là et le téléphone a sonné. Alors, on a fait 2 choses. On a répondu à des demandes qui arrivaient, puis en même temps, à l'interne, on a aussi une réflexion assez en profondeur sur les mécanismes qu'on allait mettre en place pendant la crise pour supporter nos actions à travers le temps. Alors, je vais vous faire un peu un portrait d'ensemble de ce qui a été réalisé depuis 12 mois. Vous allez voir, c'est quand même assez intéressant. Un des grands terrains d'expérimentation qu'on a eu, ça a été avec le ministère de la Santé. Donc, très rapidement, après le début du confinement, le ministère de la Santé a mis en place un comité éthique pour réfléchir à tous les enjeux les plus criants en fait, qui allaient se poser à la fois aux professionnels de la santé, aux décideurs dans le cadre de la crise Covid. Donc, ce comité était parrainé à la fois par la direction de la qualité et de l'éthique du ministère de la Santé sous leadership de la direction des affaires médicales, pharmacie hospitalière, etc. Donc, du docteur Opaterny. Et le leadership du comité en lui-même était assumé par Marie-Ève Boutillier, qui est une éthicienne clinique du CIS de Laval, avec qui on avait déjà eu l'occasion de collaborer dans le passé, en fait, qui est une de nos grandes partenaires. Parce que éthique clinique et patient, éthique clinique, donc éthique appliquée et partenariat patient, ça va bien ensemble. Ce que je disais souvent, c'est que l'éthique clinique, c'est un peu le 9 à 1 du partenariat patient. Quand la collaboration ne marche plus, c'est là où les équipes d'éthique clinique embarquent. Alors, on est très, très reliés dans ce continuum-là. Donc, rapidement, ce comité s'est mis en place. Et puis, on a été invités. Et donc, on a été plusieurs patients, à peu près une douzaine de patients impliqués dans cette démarche-là. Je vais revenir sur la nature des patients, parce que c'est assez intéressant, comment on a sélectionné les patients, parce que vous savez, vous n'êtes pas sans savoir qu'on on a un réseau de patients assez large, mais on a sélectionné particulièrement des patients qui étaient touchés plus directement par la crise. Et on va y revenir. Avec Audrey, on va vous présenter tout à l'heure les savoirs qui ont été mobilisés par les patients durant la crise, mais juste quelques éléments comme ça, par exemple des patients immunosupprimés qui étaient directement touchés par cette crise-là, mais qui sont aussi des experts en prévention des infections en passant. Bien entendu, des patients plus âgés qu'on savait allaient être exposés, ou des patients comme moi, éventuellement, qui allaient éventuellement avoir des problématiques donc comme VIH, allaient avoir peut-être des problématiques en termes de pénurie de médicaments, puisque, comme vous le savez, il y a eu dès le départ des médicaments VIH qui ont été identifiés comme possiblement curatifs de la COVID. Donc, on a participé à plusieurs comités ici, à plusieurs tables de travail du comité d'éthique du ministère. La plus importante a été celle sur le triage aux soins intensifs, qui a été la première, en fait, qui a été une sacrée mise en matière. On a participé donc à un document aujourd'hui qui circule dans les milieux de soins
qui heureusement nous n'avons pas eu à utiliser du tout, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il aurait fallu, comment on aurait procédé au triage si nos unités de soins intensifs étaient arrivées à saturation. Donc ça a été une réflexion extrêmement difficile, particulièrement pour des patients qui pouvaient eux-mêmes se projeter dans les niveaux de triage, et je souligne leur capacité de recul dans ces discussions-là, et qui ont été capables de garder de la distance et de prendre de travailler pour le bien collectif, et sortir des fois des anxiétés individuelles. On a travaillé sur la même chose au niveau de l'urgence, triage à l'urgence. La même chose au niveau du triage des chirurgies, qui est le document le plus récent. On a travaillé aussi sur les niveaux de soins, en fait, sur le dialogue autour des niveaux de soins, bien entendu, avec ce qui se passait sur le niveau clinique. Les professionnels de la santé avaient besoin d'outils pour discuter avec les patients de ces fameux niveaux de soins, puis à quel choix ils devaient faire face, avec aussi leur famille. Et puis, on a encore plus récemment travaillé, on est encore sur cette table-là, autour de la gestion, je dirais la priorisation autour des pénuries potentielles de médicaments, donc des médicaments qui seraient éventuellement utilisés pour le Covid-19 et qui sont déjà utilisés pour des patients existants, comme la chloroquine ou certains médicaments VIH dont on a entendu parler. Donc cette implication au niveau ministériel a été extrêmement riche. Puis je reviendrai tout à l'heure sur ce qu'on a appris en termes d'engagement des patients, et qu'est-ce que les patients ont particulièrement amené sur ces tables de travail. En parallèle, rapidement aussi, on a été interpellé par plusieurs milieux cliniques. Le premier téléphone qui a sonné a été au niveau de l'ICM, en fait, l'Institut cardiologie de Montréal, pour le projet de télémédecine. Je tiens à saluer ici Isabelle Lucéran, qui est la responsable du volet virtuel de l'ICM, qui rapidement a eu le déclic donc, dans ce grand déploiement de la télémédecine qui allait être à une vitesse accélérée. Bien entendu, tout de suite avoir le réflexe de se dire « Ouh là là, ça va changer les pratiques de collaboration, ça va changer les pratiques cliniques, donc il faut absolument intégrer des patients dans la réflexion sur l'implantation pour qu'on puisse ne pas seulement implanter un outil, mais aussi éventuellement commencer à réfléchir, parce que le problème est complexe, à comment on implante des nouvelles façons de collaborer ensemble. » Donc, rapidement, notre collègue Sylvain Bédard, notamment, a été impliqué avec l'ICM sur ces questions-là. On a également travaillé avec le CHUM sur une approche de partenariat famille-patient. Dès que le CHUM a été identifié comme un établissement Covid, rapidement, Fabrice Brunet, Cathy Malas nous ont interpellés pour travailler sur comment on allait intelligemment et dans le respect de tout le monde travailler avec les familles des patients atteints, et comment on allait travailler sur la collaboration avec les patients et les familles et les professionnels de la santé. Donc, assez rapidement, on a été capable de leur proposer et de co-construire avec eux ensuite un document qui posait des principes fondamentaux autour de cette question-là. Et je pense que là, encore une fois, l'apport des familles a été majeur. Ensuite, a été généré un projet beaucoup plus large de technologie au chevet qui débouche actuellement sur un large projet de recherche dont on va revenir tout à l'heure, qui est conduit par ma collègue Marie-Pascale Paumet, donc autour de toute l'utilisation et la mobilisation des technologies dans la crise Covid, et particulièrement des technologies orientées vers les patients ou vers la population des citoyens. Donc voilà. Et puis aussi, on a commencé aussi à travailler avec le CHUM sur une communauté de patients Covid. Puis ce concept de communauté de patients, on a mobilisé à la fois au CHUM, mais aussi au niveau du centre d'excellence, mais aussi au niveau provincial, les différentes communautés de patients pour rester en contact avec eux. On parle à peu près de presque 250 patients partenaires et familles partenaires qui sont mobilisés généralement. Puis on est resté très en contact avec eux pendant les 2 mois de la crise pour vraiment aller chercher leur pouls et comprendre ce qu'ils vivaient. En parallèle, plusieurs projets de recherche ont été générés. Audrey va vous y revenir en impliquant des patients. Et puis, rapidement aussi, donc j'ai eu le privilège d'être nommé avec mes collègues Nathalie Granvaux, donc vous connaissez bien, du centre de recherche du CHUM, et François Lamontagne du centre de recherche du CHU de Sherbrooke, et intensiviste, le réseau donc, de recherche Covid-pandémie du FRQ. Alors, beaucoup d'implications, beaucoup d'éléments. On a été très, très actifs. En parallèle de ces tables-là, pour vraiment soutenir ces tables-là, comme il y avait beaucoup de sollicitations, on a constitué un comité conseil Covid, citoyen partenaire, en collaboration avec l'unité de soutien SRAP du Québec, puisque vous savez qu'on est aussi porteur
de la stratégie de partenariat de recherche en partenariat avec les patients et le public de l'unité de soutien à la recherche axée sur le patient du Québec. Donc, en collaboration, on a monté un comité conseil COVID-19 citoyens partenaires où on a été, comme je vous le disais tout à l'heure, chercher des patients qui étaient représentatifs de ce que des patients pouvaient vivre, mais aussi qui étaient capables de bien comprendre les enjeux. Et c'est là où on voit que même si on n'était pas touché par le Covid, la situation de pandémie mobilisait un certain nombre de savoirs ou un certain nombre de comportements qu'on pouvait retrouver ou que chacun de nos patients, incluant moi-même, avons déjà vécu. J'ai déjà vécu une épidémie, l'épidémie SIDA, il y a déjà presque 40 ans. Et d'autres ont déjà vécu des situations avec des forts risques d'infection, etc., etc. Des personnes âgées qui sont déjà posées des questions qui sont dans l'ordre de ce qu'on se pose au niveau du Covid. Et donc, on a été capable de réunir une douzaine de patients et de proches sur une base régulière, ou 2 semaines, en fait, et on continue à se rencontrer pour justement discuter ou être un soundboard, un peu un sounding board de tous les questions qui nous étaient soulevées par nos partenaires à droite à gauche. On a créé même des sous-groupes de ce comité-là pour travailler sur certaines tâches spécifiques. Et puis, on n'a pas hésité aussi à mobiliser d'autres patients partenaires de notre réseau plus large en fonction des besoins qu'on avait. Je me permets de faire un petit lien entre ce dont Vincent parle et des craintes souvent qui sont énoncées par des chercheurs avec qui on travaille au CHM, entre autres, mais aussi dans d'autres organisations, qui nous parlent souvent de leur peur justement d'impliquer des patients dans autour de thèmes qui sont plus sensibles, des questions plus éthiques, des enjeux qui peuvent finalement être potentiellement choquants pour des patients. Je vais être bien honnête avec vous, c'est surtout les chercheurs cliniciens qui nous énoncent à être des fois mal à l'aise par rapport à cette intégration-là. Puis pour les besoins de la cause, je vous donne quelques exemples à l'international, mais Vincent vient de vous en donner au niveau du Québec là, qui sont intéressants. À l'international, actuellement, en Grande-Bretagne, il y a le groupe des valeurs sociales, qui est un groupe de UCL, King's College London, qui est dirigé par Peter Littlejohn, qui est ancien directeur médical du National Institute of Clinical Excellency, qui implique actuellement 3 patients partenaires dans un gros projet de recherche qui est dédié à la définition de guide de pratique clinique là, dans le contexte de COVID, qui informe à la fois la décision publique, donc certaines décisions de partenaires, de parties prenantes gouvernementales, mais aussi éventuellement les chercheurs sur les enjeux éthiques liés à la COVID. Un des 3 patients partenaires impliqués de façon assez intensive et entre autres vit avec des problématiques de déficience intellectuelle. Donc, on s'entend qu'il y a des possibilités immenses, puis il y a des exemples autant ailleurs qu'ici que cette façon de faire-là est possible et que aussi, si c'est fait de façon, je dirais, accompagnée et intéressée, comme disait Vincent plus tôt, il y a une possibilité de réflexivité chez ces patients-là qui peuvent vraiment venir nourrir le travail, surtout sur des enjeux qui ont des composantes éthiques importantes. Vincent, je te laisse. Ouais. Qu'est-ce qu'on a pu voir dans les expériences que je vous ai décrites tout à l'heure? Qu'est-ce qu'on a pu voir un peu comme apport des patients? Quelle a été la valeur ajoutée des patients? Puis c'est important, on a vraiment pris soin d'avoir une approche très réflexive sur ces questions-là. Puis d'ailleurs, vous allez voir certains éléments qu'on amène ici. Je pense qu'aussi, c'est les apports qu'on peut voir chez les patients impliqués en général. Notamment, je tiens à le souligner, vous savez à quel point le centre de recherche du CHUM a été avant-gardiste dans l'implication des patients aussi, notamment sur son conseil scientifique et par la création d'un comité de patients aussi à l'intérieur du CHUM. Donc, c'est un peu les qualités qu'on va retrouver en général, même dans des contextes de recherche, mais qui a été beaucoup plus évident dans une période très brève et très intense autour de la crise Covid. Donc, par exemple, dans les discussions éthiques quand on parlait de triage, donc de mise en priorité éventuelle de patients dans un contexte de pénurie, ce qui a été intéressant, c'est que la voix des patients et des proches a toujours aidé à éviter l'exclusion d'une catégorie socialement déterminée. Par exemple,
Est-ce que c'est sûr qu'il y avait des questionnements à un moment? Est-ce que, par exemple, au triage, il aurait fallu exclure les personnes au-dessus de 80 ans ou en dessous de 80 ans? Donc ça, c'est des éléments qui ont été beaucoup challengés par les patients et les proches, puis qui ont aidé à trouver d'autres voies de passage plus intéressantes et plus équilibrées certainement, dans des fois des discussions très difficiles. Donc en faisant la balance entre maximisation des bénéfices, qui est toujours un peu le principe de base qu'on va mobiliser quand on est dans un contexte de pénurie, avec celui d'équité qui est essentiel dans ce contexte de crise et dans ce contexte un peu où finalement on doit prendre des décisions rapides et parfois difficiles. Le deuxième élément qui a été ramené, c'est les patients partenaires et les proches qui ont été impliqués ont toujours ramené justement la réalité des proches aidants. Ce n'était pas quelque chose d'évident dans le contexte Covid, parce que comme vous le savez, les proches étaient à l'extérieur des milieux de soins, étant donné qu'ils ne pouvaient pas être à l'intérieur. Donc, les premières réflexions qu'on a vues, les premières discussions qu'on a vues, les proches n'étaient juste pas présents dans les discussions, parce qu'on part du principe que de toute façon, ils n'étaient pas là. Alors rapidement, c'est une dimension qu'on a ramenée, que les patients partenaires ont ramenée dans toutes les discussions. Et donc, en termes de communication, de dialogue, d'accompagnement, de lien avec les proches et liens avec les patients, les proches et liens avec les professionnels de la santé. Donc, ça a été extrêmement intéressant. Ça s'est notamment incarné, comme je le disais tout à l'heure, par un projet très intéressant au CHUM. Aussi beaucoup d'aspects sur le veiller à des conditions de fin de vie respectueuses, malgré des circonstances des fois difficiles. Donc, le respect de la dignité est un élément qui a pris beaucoup de place. Lorsqu'il s'agissait aussi de triage, il y a eu beaucoup de focus qui a été amené sur la qualité des équipes qui seraient responsables de ces triages-là, leurs compétences pour s'assurer qu'on maintient un grand niveau d'humanité en contexte de prise de décision complexe et difficile. Ça, c'est des choses sur lesquelles on s'est beaucoup focalisé. Beaucoup d'attention au vocabulaire dans tous les documents, dans tous les éléments. Il y a eu des termes qui des fois provenaient de milieux cliniques, je dirais, en contexte difficile. Donc, des termes qui pourraient pu éventuellement choquer ou qui auraient pu être mal interprétés. Donc, beaucoup de travail sur la forme. Et puis, bien entendu, grand élément de fond, c'est que dès qu'on amène des patients et des proches dans n'importe quel type de table de travail, bien entendu, ils rentrent dans une perspective de trajectoire de vie. Donc, ils aident, ils accompagnent quasiment automatiquement. Et ça, on peut le voir, bien entendu, aussi au niveau de la recherche. Ils amènent une vue systémique beaucoup plus large. Et donc, ils vont aider, d'une certaine façon, à enrayer rapidement des perspectives de silo et la pensée en silo. Qui, on l'a bien vu encore une fois, a été quand même une des grosses problématiques qu'on a vécues dans la gestion du réseau de la santé dans les derniers mois. Et donc, ça, c'est encore une fois, si on arrive à passer à autre chose à ce niveau-là, les patients peuvent aider beaucoup à changer de mode de pensée. Oui, tout à fait. Un autre élément qu'on a mis en place au Centre d'excellence rapidement, c'est justement pour garder notre communauté de 200 quelques patients actifs pendant la crise. Vous allez voir pourquoi aussi ça a semblé nécessaire dès le départ là, pour nous de les garder en action. On a mis en place un sondage, un questionnaire qui est passé de façon assez périodique, donc à peu près aux 3 semaines là, dans la communauté des patients, pour les questionner sur des questions d'actualité, un peu pour justement nous servir de baromètre. Encore là, rien de scientifique, mais surtout une façon pour nous de rester informés, connectés à cette communauté de patients-là. Très tôt dans la période, on leur a posé la question si leur projet de partenariat avait subi des changements à cause de la pandémie. Et on a eu 218 patients partenaires qui ont été sondés. Environ 200 d'entre eux nous ont répondu. Et sur ces 200-là, 77% nous ont dit que leur projet de partenariat avait été fortement impacté par la pandémie de COVID-19. C'est ou bien impacté au niveau que ça a impliqué des changements là, dans les projets ou même la mise en veille de ces projets-là. Donc, je vous dirais que nous, ça nous a mis en alerte parce que ça nous a dit qu'on avait justement cette communauté de patients qui était et qui est encore une ressource vraiment importante de notre réseau de la santé. Là, je pense à l'écosystème complet, autant recherche que système de soins, là, parce que ces 218 patients-là
proviennent de projets qui sont autant dans chacun des secteurs d'activité de la santé. Et ça nous a dit, bon, ben, est-ce que justement, là, on a à faire quelque chose pour les garder engagés, mobilisés, mais aussi les écouter pendant cette crise-là. Donc, c'est un peu notre but aussi, à travers le questionnaire, le comité de patients, de s'assurer qu'on joue ce rôle-là comme centre d'excellence sur le partenariat avec les patients publics. Or, en parallèle de ça, quand Vincent a été nommé sur le réseau québécois COVID Pandémie, on a fait un petit exercice, encore une fois, pas un exercice un exercice scientifique, mais juste pour savoir un peu c'est quoi l'écosystème actuel là, de la recherche sur le COVID au Québec. On a répertorié plus de 150 projets et initiatives à travers le Québec et je vais vous dire, ce n'est qu'un portrait sommaire parce qu'il y a beaucoup de projets dont on est au courant qui n'ont pas rentré dans notre mapping. Mais une question qu'on a posée à ces groupes-là, c'est est-ce que vous impliquez des patients, des proches, des citoyens partenaires dans vos projets? Et on était agréablement surpris de voir que presque 50% de ces projets-là justement impliquent des patients, des proches, des citoyens partenaires dans leur démarche. Ce qui voudrait dire qu'environ 67 équipes de recherche actuellement travaillent sur la COVID-19 en partenariat avec des patients et le public. Ça, c'est comme le côté réjouissant, je vous dirais, de la crise, parce qu'un peu comme d'entrée de jeu, Vincent vous l'a présenté, on n'était pas certain que cet élan-là allait continuer avec la pandémie actuelle. Donc, on voit bien sûr qu'au Québec, il y a une certaine sensibilisation qui a été faite au partenariat avec les patients, qu'il y a plusieurs chercheurs qui y voient une plus-value, mais que aussi, c'est peut-être justement une pratique là, qui devient de plus en plus valorisée dans les milieux de recherche. Puis ça compte pas les initiatives à l'échelle organisationnelle. Et ça, je le mentionne parce qu'au CRCHUM, on a l'avantage d'avoir pu très rapidement impliquer des patients dans le comité scientifique du CRCHUM, ce qui est une initiative organisationnelle importante, mais qui fait aussi figure d'exemple là, dans l'univers de la recherche au Québec. Je vais vous donner, juste pour vous dire, lorsqu'on établit des pratiques comme celle-là dans des organisations, c'est toujours plus facile en temps de crise de les conserver et aussi de savoir à quoi justement peut participer et comment peuvent participer les patients partenaires, quel apport ils font à la prise de décision. Et donc, c'est intéressant de voir que cette continuité-là peut être extrêmement bénéfique. Il y a clairement des défis en recherche et comme partout ailleurs qui sont liés à la COVID-19 actuellement. Certains d'entre eux, je vous les passe rapidement ici. On est en contexte où les ressources financières et humaines sont limitées. Il faut être extrêmement rapide sur la mise en place de nos projets, saisir les opportunités sur le champ. Il y a des opportunités de recherche qui sont devant nous, il faut les saisir. La nouveauté des enjeux aussi nous donne une impression que c'est d'autant plus technique ou d'autant plus difficile de garder une vigie scientifique et donc une espèce d'inaccessibilité là, pour les patients par rapport au travail qu'on fait. Il y a clairement des défis au niveau de la distanciation physique, du travail à distance. Et ce que j'ai entendu le plus souvent dans les dernières semaines, derniers mois, c'est on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Et ça, c'est pas nouveau avec la COVID-19, c'est souvent ce qu'on entend. Par contre, je vous rappelle que travailler en partenariat avec les patients publics, ça nous amène des choses et je vous reviens sur des éléments qui sont vrais hors COVID, mais qui sont encore plus vrais actuellement. On a des données probantes dans la petite recherche sur le partenariat qui existe, comme quoi d'impliquer des patients et des membres du public dans la recherche, ça rend la recherche plus pertinente, plus acceptable pour les participants à la recherche, ça améliore vos processus de consentement éclairé, ça facilite votre recrutement, la rétention des participants dans vos études, ça améliore l'expérience des participants, ça aide à développer des résultats plus significatifs, ça peut même bonifier votre communication des résultats, le transfert des connaissances. Je vous dirais qu'en période de COVID, le public n'a jamais été aussi soumis à de l'information scientifique. Vous avez tout à fait à bénéficier
de gens qui peuvent vous aider à traduire, à transférer ces savoirs-là vers le public de façon plus efficace. Et il y a toujours plus de données sur justement ce qu'apportent les patients dans la recherche. Ça, c'est hors COVID, mais je vous dirais qu'en temps de COVID, je vais vous rassurer sur plein d'aspects. Un, c'est que les patients sont généralement habitués à travailler à distance. En recherche, en tout cas, nos patients partenaires, en général, travaillent sur des projets qui sont multicentrés, où justement, l'utilisation de technologie fait partie des pratiques courantes. Donc ça, c'est à prendre en considération. Si vous pensez que c'est un obstacle, c'est peut-être un obstacle pour certains patients partenaires, mais pas pour tous. Donc, prenez pas nécessairement pour acquis que c'est le cas. Les patients partenaires veulent pouvoir constater les effets de leur travail rapidement. En recherche, habituellement, c'est une des résistances ou un des problèmes de recruter des patients partenaires, c'est parce que nos projets sont souvent longs, c'est long avant de voir des effets et ils aimeraient pouvoir avoir des effets sur les patients rapidement. C'est donc un bénéfice que nos projets COVID soient en mode accéléré. Pour les patients partenaires, ça leur donne vraiment l'impression de faire partie là, d'un travail qui va avoir des effets rapides dans les pratiques cliniques, entre autres. Bien sûr, les patients partenaires vivent les effets du confinement comme nous tous. Ils vont vivre des effets négatifs comme nous tous, mais aussi des effets positifs. Certains d'entre eux ont plus de temps, sont confinés. Je pense par exemple à des patients plus âgés qui se retrouvent à la maison plutôt démobilisés justement de d'autres projets et qui ont du temps à investir. Être impliqué dans un projet de recherche, ça peut être une source de socialisation pour des patients partenaires, d'empowerment, même d'une façon de se sentir actif dans la bataille contre le coronavirus. Donc, prenez ça comme une façon aussi c'est pas juste un bénéfice pour vous, c'est aussi un bénéfice pour les patients partenaires qui s'impliquent et qui veulent s'impliquer, en fait. Quelques thèmes là, qui ont été répertoriés dans notre sondage. On leur a posé une question concernant y a-t-il des enjeux qui vous intéresseraient davantage? Puis, en fait intéressant, là, je voulais vous les transférer, parce que je me dis, il n'y a rien de mieux que des chercheurs pour saisir des opportunités de recherche. Alors, voici quelques thèmes qui sont ressortis. Entre autres, le bris de continuité des soins et services qui revient énormément souvent là, dans nos questionnaires, dans nos discussions avec les patients partenaires. L'accès aux médicaments et aux traitements aussi, c'est des questions qui sont pertinentes pour eux et qui deviennent vraiment importantes en contexte de crise. Clairement, tout ce qui est transmission du virus, charge virale, mode de prévention, c'est beaucoup dans l'air. Tout ce qui a rapport avec la symptomatologie, mais surtout l'autodiagnostic de la COVID, être capable de pouvoir prendre des décisions par rapport à notre santé, l'auto-soin en cas de COVID à la maison, tout ce qui est aussi le passage vers la télémédecine. La plupart des patients partenaires avec qui on travaille ont des maladies chroniques, sont suivis maintenant par téléphone ou par d'autres moyens. Et donc, ce passage-là les intéresse particulièrement. Tout ce qui est déterminants sociaux de la COVID, le bien-être des professionnels, moi, ça m'avait personnellement intriguée, mais en fait, les gens nous disaient que finalement, c'est très, très important dans la relation de soins, puis que le bien-être des professionnels leur tenait beaucoup à cœur et devenait un enjeu important ici. La navigation du système de santé pendant la COVID, comme le disait Vincent, c'est des super utilisateurs, c'est des super navigateurs, ils connaissent bien le système, mais un système qui a passablement beaucoup changé là, dans les dernières semaines. Donc, voici quelques thèmes là, qui sont vraiment sur le radar des patients partenaires et qui pourraient vous inspirer pour des projets. Peut-être, Audrey, Oui? sur cette slide-là, si tu peux y revenir. Oui, tout à fait. Je voudrais juste témoigner quand même, on a eu donc plusieurs rencontres, plusieurs groupes de travail avec des patients partenaires et des familles partenaires. Je vais quand même vous témoigner de la difficulté pour eux de la situation actuelle, notamment en termes de bris de la continuité des soins et des services. On espère vraiment qu'il n'y aura pas une vague qui sera conséquence justement de cette bris de continuité des soins et des services, mais on est content de voir que tranquillement les services courants commencent à se réouvrir parce que le niveau d'anxiété est extrêmement élevé dans l'ensemble de la communauté et je pense qu'on peut dire que cette communauté a une forme de représentativité étant donné que quand même on parle de beaucoup de monde de ce que vivent les patients en général dans la province.
Alors, on a eu à certains moments plusieurs rencontres extrêmement émotives, extrêmement difficiles, avec des gens qui vivaient des situations complexes par rapport à leurs propres soins et à leur suivi. Donc, je voulais juste le dire et je pense que c'est des questions de recherche qu'il va falloir véritablement mettre sur la table rapidement. Elle avait déjà été à l'époque du SRAS, hein, la première à plus petite échelle, mais on n'en avait pas vraiment tenu compte. Ce n'est pas vraiment quelque chose qui a particulièrement influencé cette nouvelle pandémie. Donc, je pense que ces questions-là, et notamment celle-là, va être extrêmement importante à mettre sur la planche de travail de chercheurs qui aimeraient s'y pencher. Tout à fait. Tout à fait. D'autres thématiques, là, on fait faire un baromètre, donc on fait dire, on demande aux patients qui répondent à notre questionnaire sur une échelle de 0 à 10, quel est votre niveau de confiance par rapport à la capacité de recevoir des soins appropriés pour vous, votre enfant ou vos proches à un moment opportun. Ce baromètre-là ne change pas beaucoup depuis les dernières semaines, depuis le début mars. C'est à peu près autour de 7 sur 10. Donc, on voit que les patients partenaires ont quand même une grande capacité, là, puis on a du qualitatif qui vient avec ça. Puis, ce qu'on se fait finalement expliquer, c'est que les patients qui ont eu le moins d'impact sur leur santé se sentent plus confiants, plus votre impact sur votre santé est grand, moins la confiance est élevée, puis c'est assez naturel. Mais on leur a posé une question plus tard sur quelles seraient les zones d'amélioration à apporter pour augmenter ce niveau de confiance-là. Et l'analyse thématique des 129 réponses nous disent qu'entre autres, d'améliorer ou d'augmenter la capacité de prise en charge du système augmenterait cette confiance-là. La deuxième, c'est de faciliter la communication entre les patients et les professionnels de santé. Le partenariat de soins. Donc, ça, c'est vraiment, on voit que c'est très important, puis d'autant plus en contexte COVID. Troisième thématique qui est ressortie, c'est de mettre en place des mesures accrues de prévention des infections. Fait intéressant, les patients ont beaucoup d'expérience, puis par expérience aussi, pour avoir été impliqués dans des projets autour de ça, les patients sont souvent source de solutions très simples pour la prévention des infections, qui actuellement est un sujet chaud, je pense, en milieu de soins. Informer les patients sur leur prise en charge dans le contexte actuel, je pense que ça résonne avec ce que Vincent disait, là, cette espèce de vacuum actuel sur comment ça va se passer. Ça va être quoi le suivi? Qu'est-ce qui va arriver là, avec la trajectoire des patients qui, je vous le rappelle, dans cette communauté-là, sont particulièrement atteints de maladies chroniques et donc qui ont des suivis qui sont réguliers avec des trajectoires qui souvent sont complexes. Et finalement, là, trouver ou avoir un vaccin, un traitement, ça, c'est sûr que c'est important. Puis ce qui est intéressant peut-être pour vous mettre en contexte, c'est que les patients partenaires sont souvent conscients aussi que s'ils deviennent des vecteurs de la maladie, de la COVID, ils peuvent mettre en danger soit eux-mêmes ou des proches, et que ça, c'est vraiment un facteur d'inquiétude qui est assez important dans leur vie actuelle. Vincent, je te laisse aller avec cette diapo. Donc, si on regarde un petit peu les savoirs patients qui ont été mobilisés, savoirs patients et proches qui ont été mobilisés dans toutes les initiatives qu'on a pu faire, vous allez voir, c'est assez impressionnant quand même. C'est là où on voit la richesse, encore une fois, de cet engagement et de la nature même de cet engagement et de son apport sur différents niveaux. Donc, bien sûr, il y a les patients partenaires, les proches ont vraiment un savoir important sur la prise des médicaments, la prise des traitements. On a été plusieurs à avoir des réflexes dès le début de la pandémie, notamment en termes de conservation de nos médicaments, ou d'essayer d'avoir des réserves un peu plus importantes, ou même des fois de moduler nos consommations de médicaments. Donc, on a été nombreux à avoir ces réflexes-là. Donc, on a une expérience importante dans tout ce qui touche à la prise du médicament et des traitements en général. Les expériences d'isolement, on connaît ça. La plupart des patients qui ont été en traitement important, comme moi par exemple, sur les traitements interférents pendant 1 an,
on n'a pas été totalement déstabilisé par le confinement et finalement, on a retrouvé des réflexes qu'on connaissait bien parce que finalement, on connaît bien les situations de confinement pour beaucoup d'entre nous. Je pense à mes collègues transplantés aussi, c'est la même chose. Donc, on a beaucoup des patients avec qui on travaille connaissent parfaitement bien les contextes de confinement. Beaucoup étaient aux soins intensifs. Ils connaissent aussi très bien, ils connaissent bien aussi les retours à la maison, les problématiques de transition de soins, les enjeux psychologiques liés à la maladie. On a eu beaucoup de discussions avec nos réseaux, nos communautés, justement sur l'anxiété qui était vécue, mais on voyait à quel point les patients étaient capables de les exprimer, étaient capables de les reconnaître, de les identifier, donc une reconnaissance d'enjeux qui ont déjà été expérimentés, déjà été vécus. Donc, encore une fois, une capacité vraiment de prévoir et d'en discuter et d'échanger. Donc, grande ressource aussi. La navigation, les enjeux de navigation du système, comment on s'assure de naviguer dans un système fermé, de trouver malgré tout des solutions, de trouver malgré tout des chemins et des ponts pour pouvoir avoir le minimum dont on a besoin pour survivre, parce que dans certains contextes, c'était ça. Toute la question de la proche-aidance, de l'accompagnement des patients par d'autres patients aussi, c'est une expertise importante. La réhabilitation aussi, et bien entendu la prévention des infections. On avait la grande majorité des patients qui étaient sur le table de travail étaient des grands experts de la prévention des infections. Si on les avait mobilisés davantage dès le départ sur ces questions-là, ça aurait été d'une richesse incroyable, à la fois pour nos cliniciens, pour nos décideurs et certainement, j'espère maintenant, pour les chercheurs. Alors, encore une fois, on y reviendra. Je veux dire, il y a eu beaucoup d'engagement dans notre perspective, mais il y a eu beaucoup de non-engagement aussi. Il y a beaucoup de patients partenaires qui ont été laissés un peu sur le côté pendant ces périodes-là. Et finalement, c'est de tous ces savoirs-là dont on a profité ou sur lesquels on n'a pas profité durant la pandémie. Et j'insiste sur le fait que certains n'ont pas profité, alors qu'ils étaient là comme une espèce de mine d'or, comme un espèce de pépites d'expériences connexes à celles qu'on était déjà en train de vivre. Tout à fait. Puis si je fais un lien avec les défis dont on a parlé un tout petit peu plus tôt, ces savoirs-là sont intéressants parce qu'ils ne résident pas seulement dans la trajectoire de patients qui ont vécu le COVID dans les derniers mois. Et ça semble quand même difficile d'intégrer des patients partenaires qui ont eu la COVID ou qui vivent avec la COVID actuellement. Parce qu'on ne les connaît pas encore. Hein, c'est peut-être des gens qui sont un peu cachés parce qu'il y a des défis aussi d'impliquer des gens qui viennent juste d'être malades, qui sont peut-être encore en crise aiguë. Donc, c'est vraiment un des trucs actuels. Ça serait plutôt d'envisager d'impliquer des patients qui n'ont pas eu la COVID, mais qui ont des savoirs et des expériences qui sont similaires ou qui ont un rapport avec l'expérience des patients COVID. Vincent numéro une série de savoirs qui sont disponibles et qui font partie des trajectoires de patients qui ont d'autres types ou qui ont vécu d'autres types de conditions de santé, mais qui peuvent vraiment être bénéfiques dans le contexte de la recherche sur la COVID. D'autres petits trucs, parce que je voulais vraiment qu'on passe vers peut-être quelque chose d'un petit peu plus pratico-pratique, parce que je sais qu'actuellement, il y a beaucoup de questions qui se posent. Mais je pourrais vous dire qu'actuellement, un autre conseil qu'on peut vous donner, c'est d'identifier des tâches précises, des mandats qui sont circonscrits, qui vous permettent de co-construire un maximum avec les patients partenaires malgré les courts délais, les temps limités, la rapidité d'action. Donc, d'être capable de dire, je vais vous donner un exemple, pour ceux d'entre vous qui travaillez sur des questionnaires PREMS et PROMS, de Patient Reported Outcome Measures, vous pouvez très bien impliquer des patients pour adapter ces questionnaires-là, les modifier, même les développer. C'est des zones qui peuvent avoir des impacts majeurs sur vos résultats de recherche et où les patients peuvent avoir un impact important et très tangible dans votre projet. Misez aussi sur tous les rôles que peuvent jouer les patients partenaires. Je vous passe tous les exemples qu'on a de projets de recherche et je vais vous donner juste l'information que notre collègue Marc-Pascal Pommier va parler d'un projet où il y a divers rôles qui ont été définis pour des patients partenaires le 19 juin prochain, le projet Techno-COVID. Donc, vous allez avoir l'opportunité d'en entendre parler, mais
les patients partenaires peuvent jouer le rôle de co-chercheurs, de recruteurs, de coach, de navigateurs, d'éthiciens, de collecteurs de données, d'analystes, de communicateurs, et j'en passe. On a des exemples de tous ces rôles-là. Vous pouvez vraiment sortir des sentiers battus, voir un peu comment impliquer des patients de façon vraiment mixte dans vos projets. Allez, puis ça, c'est peut-être le bout où je fais un petit peu de la publicité pour la plateforme de partenariat patient du CRHUM. Allez chercher du soutien des équipes d'experts parce qu'on peut aller trouver des solutions qui sont vraiment adaptées à vos projets, à votre contexte. Essayez de vous aider justement à identifier ces zones de partenariat-là qui vont être vraiment adaptées à ce que vous faites. Des fois, un petit téléphone avec un membre de notre équipe va faire toute une différence là, dans si oui ou non vous allez vouloir être entré en partenariat avec les patients. Et aussi parce que, encore une fois, dans une visite très pratico-pratique, parce qu'on le sait qu'il y a beaucoup d'entre vous qui le font déjà, qui avaient déjà des patients partenaires dans vos équipes, puis qu'on sait que vos projets ont été passablement modifiés. Quelques conseils, encore une fois, rapides, mais gardez le contact. On s'est rendu compte qu'il y a plusieurs projets dans le réseau de la santé en recherche qui se sont juste arrêtés et les patients partenaires ont eu silence radio, donc on n'a pas su qu'est-ce qui se passait. C'est très démobilisant, mais c'est aussi très décourageant d'avoir investi du temps, de l'énergie dans un projet, puis de ne pas en entendre parler. Assurez-vous que vos patients sont informés des changements en continu, donc des fois de juste garder encore une fois le contact avec eux. Informez-vous sur leur accès aux plateformes en ligne que vous utilisez. Je vais vous donner quelques trucs aussi plus pour la version virtuelle de votre partenariat juste après. Soyez flexible aussi. Offrez plus qu'une possibilité pour garder contact dans le sens où il y a possibilité d'utiliser vos plateformes habituelles, mais des fois, un coup de fil, ça fait la différence. Donc, essayez d'être un petit peu plus flexible. Puis, prenez des nouvelles parce qu'on sait qu'il y a des patients partenaires qui ont eu heureusement moins d'impact sur leur trajectoire de santé, de vie que d'autres, mais il y en a d'autres qui, justement, vivent des problématiques de santé de leurs proches, des maladies, qui ont des inquiétudes, des rechutes. Donc, ça peut aussi changer la forme de votre partenariat pour ceux qui sont déjà en partenariat avec des patients dans leur projet. Dernier petit point pratico-pratique. On passe souvent en mode virtuel. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je passe beaucoup de temps devant mon ordinateur à parler à Zoom ou à mes collègues via Zoom. Discuter des choix technologiques et des plateformes de collaboration avec vos patients partenaires dès le départ, le plus vite possible. Entre autres parce qu'ils vont se sentir moins inadéquats, moins inexpérimentés, ils vont pouvoir tester la technologie, se préparer avant la rencontre. C'est vraiment important. Ils vont aussi pouvoir vous parler de leur situation, donc dans quel contexte ils vont travailler avec vous. Y a-t-il des enfants autour? Ils ont-ils une chambre où ils peuvent fermer? Ils ont-ils des problématiques auditives ou visuels qui vont leur être des enjeux à prendre en considération. N'oubliez surtout pas que le téléphone est une technologie formidable et des fois, c'est la meilleure façon de garder le contact. J'ai aussi des équipes qui ont demandé à un de leurs membres de l'équipe de donner un petit cours 101 Zoom à un patient partenaire qui ne l'avait jamais utilisé ou donc de mettre en place des petits dispositifs. Puis encore une fois, très pratico-pratique, mais vous voyez un petit peu l'encadré dans le bas de la page. J'ai créé ça pour un projet où on a établi juste la forme, les usages chaque plateforme a son usage et de communiquer bien là, où va se trouver l'information, quelle plateforme on utilise, pourquoi on les utilise, ce qui fait en sorte qu'on communique aussi aux patients partenaires là, les modes de travail collaboratif, ce qui deviennent vraiment des partenaires dans l'équipe, qui deviennent vraiment des parties prenantes de votre équipe de recherche. C'est des points qui peuvent être très faciles à mettre en place puis aussi qui vont vraiment changer la donne pour les prochaines semaines. Sur ces points pratico-pratiques, je repasse à la conclusion. Vincent, je te repasse le micro.
Donc, écoutez, comme on a pu le voir, on pense qu'effectivement, la démonstration a été clairement faite que les patients sont des acteurs assez incontournables dans le Covid, dans cette crise, dans les crises de pandémie. On l'avait déjà expérimenté au niveau VIH-Sida. Je vous rappelle que la notion de partenariat patient est née dans le contexte de l'épidémie Sida. Donc, la remise en question aussi, la prise de conscience sur la valorisation des savoirs expérientiels des patients est née exactement dans une période aussi difficile que celle-là, ou en tout cas similaire à celle-là. Beaucoup d'opportunités de recherche. On voit qu'il y a de multiples exemples desquels on peut s'inspirer. Puis avant de conclure, enfin, en guise de conclusion, j'aimerais remercier plusieurs personnes. J'aimerais d'abord remercier Vincent Poitou puis Lise Gauvin nous avons invités sur ce webinaire et pour leur soutien effectif dans tout ce qu'on fait. J'aimerais aussi sincèrement remercier Fabrice Brunet puis Cathy Malas, qui sont aussi extrêmement impliqués, qui nous ont donné beaucoup d'opportunités ces dernières semaines de travailler avec nous. C'était quand même une prise de risque. On ne savait pas très bien où on s'en allait, mais c'était là. Le ministère de la Santé, Daniel McCann, qui nous soutient aussi, on le sait, de différentes façons. Lucie Opaterni et la sous-ministre Lucie Opaterni. J'aimerais aussi faire un point particulier à notre scientifique en chef, Rémi Carion, et Carole Jabet, notre directrice scientifique du FRQS, qui sont vraiment extrêmement sérieux par rapport à la mobilisation des patients en recherche. Et on est super heureux d'avoir ce soutien-là au Québec. Alors, merci à vous tous. Merci beaucoup pour cette présentation qui était riche en perspectives et riche en informations. Alors, on va passer à la deuxième phase de cet événement, c'est-à-dire la phase où on peut entretenir des questions de la part de l'audience. Donc, je vous invite, celles et ceux qui auraient des questions, à utiliser le clavardage ou le chat qui se trouve dans le centre de votre écran, mais vers la partie du bas. Et on a déjà une première question qui vient de Vincent Poitou, alors qui vous remercie pour la très belle présentation. Mais Vincent aimerait vous entendre sur la deuxième pandémie, c'est-à-dire celle des fausses nouvelles et de la désinformation, dont les conséquences les plus graves touchent en premier lieu les patients, c'est-à-dire des prescriptions inappropriées d'hydroxychloroquine. Quel est le rôle des patients partenaires dans la communication des informations factuelles et des données probantes? Déjà, si je peux me permettre, Audrey, je pense que c'est porte-parole majeur. Je veux dire, encore une fois, si on prend, par exemple, sur cette question des médicaments, si on prend les médicaments VIH qui ont été identifiés ou l'hydroxychloroquine, par exemple. L'hydroxychloroquine, il y a eu des impacts directs sur certains patients qui ont vécu des pénuries. Donc je pense qu'on est des porte-parole clairs de dire attention, il faut faire les choses de façon intelligente. On ne peut pas simplement être dans une logique d'efficacité spécifique à tout prix. Ces situations-là sont des situations complexes. Il faut prendre en compte beaucoup d'éléments et je pense qu'on l'a tous vécu, ce côté, ces effets systémiques de certaines décisions, ou de certaines précipitations ou de certaines mauvaises informations. On en a beaucoup discuté, notamment sur nos tables. Et encore une fois, on a vu à quel point, effectivement, on était tout à fait capable, éventuellement, d'être des courroies de transmission par rapport à ça. On n'a pas été forcément beaucoup sollicité pour ça. Ça commence un peu maintenant. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a un rôle grandissant que les patients partenaires peuvent jouer pour aider à la fois la communauté clinique et scientifique à arriver à faire prendre conscience aux gens aussi de l'importance de rester dans une réflexion, je dirais, équilibrée et bien réfléchir à l'ensemble des impacts de ce qu'on fait. Et ça, c'est vrai pour les questions sur les médicaments, mais c'est vrai aussi sur d'autres questions. Par exemple, juste par guise d'exemple, on vient de monter une table par nous-mêmes depuis 10 jours, 2 semaines, avec des cliniciens extrêmement expérimentés, puis des patients, des personnes âgées sur les CHSLD pour faire des recommandations sur les CHSLD. On est en train aussi en parallèle de monter une formation pour les proches avec la faculté de médecine et le développement professionnel continu de la faculté de médecine pour monter une formation pour les proches, pour que les proches puissent être certifiés. Encore une fois, pour que les proches aient la bonne information, pour qu'on puisse aussi transmettre les messages, des messages co-construits avec des professionnels de la santé ou des chercheurs vers le grand public. Si je peux me permettre, il y a aussi un avantage d'accélérateur parce qu'en fait, si les patients partenaires participaient davantage à cette communication de la science, je pense qu'il y aurait un avantage dans l'appropriation puis l'utilisation de ces données probantes-là. Ça crée un lien
plus rapide avec les citoyens. Patient partenaire égale aussi une porte d'accès vers le citoyen. Puis, je pense que ça, c'est peut-être un rôle très, très clé que peuvent jouer des patients partenaires qui vont justement poser les bonnes questions puis éventuellement savoir comment transmettre cette information. Merci. Une autre question aussi de la part de Charles-Albert Morin. Qu'en est-il du partenariat avec le patient en santé mentale au-delà de la paire aidance? Donc, je suis assez en contact avec nos collègues psychiatres ici au CHUM et à la faculté de médecine. Donc, je sais qu'il y a une volonté de continuer d'utiliser au maximum la valeur ajoutée de la paire aidance, mais il y a encore beaucoup à faire. Alors, on parlait tout à l'heure des conséquences de la crise sur les patients en général, mais si on prend sur les patients atteints de santé mentale, à mon avis, ce qu'on peut voir par rapport à notre communauté, ça va être considérable. Nous, on a beaucoup de nos patients qui sont en forte difficulté. Donc oui, on sait on connaît la valeur ajoutée de la paire aidance, on sait à quel point elle est utile, mais il va falloir mettre le pied sur l'accélérateur et puis démultiplier les moyens pour aller chercher les patients actuellement qui sont isolés, qui sont en difficulté. Il y a beaucoup de travail à faire si on ne veut pas subir des dommages collatéraux extrêmement importants dans ce domaine-là. En tout cas, nous, c'est l'intuition. C'est ce que notre baromètre nous donne comme indication. On est plutôt au rouge. Donc, effectivement, il serait vraiment important de renforcer tous ces mécanismes à court terme. Ouais, puis peut-être pour faire un lien avec d'autres projets qui ont lieu dans notre famille élargie du partenariat patient, il y a clairement une place aussi dans la communauté, donc de créer des plus forts réseaux d'entraide, de soins à l'intérieur des communautés. Pour justement s'assurer qu'il y a des tissus sociaux qui s'organisent autour de patients qui, justement, dans des contextes d'isolement, qui peuvent venir soutenir, non pas de remplacer, mais soutenir justement la trajectoire de personnes en santé mentale. Juste, Marie-Pascale vient juste de m'écrire, de rappeler l'expérience du robot compagnon au CHUM. Ça va être intéressant de monitorer l'utilité. Je rappelle quand même aussi que Marie-Pascale, le 19 juin, je pense, va avoir un webinaire comme celui-là, complet sur le projet Techno-Covid Partenariat, où on va revenir justement sur des éléments de ce type-là, plus orientés application des technologies sur le partenariat en contexte de Covid. Excellent. Je pense qu'il nous reste il reste une question, puis il nous reste 3 minutes. Donc, je vais vous demander d'aller rapidement avec une réponse. On parle beaucoup du rôle des patients partenaires. Qu'en est-il du rôle du personnel soignant au niveau de votre recherche? Alors, en 45 secondes. Oui. C'est un point super important. Puis, tu sais, on travaille sur le partenariat avec les patients publics. Donc, il y a vraiment une question de créer cette relation-là, autant dans les soins, dans l'organisation des services, dans les décisions qui sont plus stratégiques. Chez nous, on se pose la question, oui, des rôles des patients partenaires. Là, pour les biens de la présentation, c'est vraiment focalisé là-dessus. Mais on se pose surtout la question de la relation. Donc, la relation qui va s'établir entre ces professionnels de la santé-là, les soignants, les gestionnaires, les chercheurs et les patients dans des contextes de co-construction divers à plusieurs niveaux. Puis, je vous dirais que le rôle du personnel soignant est aussi important dans la création de cette relation-là que le rôle du patient partenaire lui-même. Donc, on pourrait quasiment faire 45 minutes. On ne fera pas 45 secondes, mais 45 minutes juste là-dessus. Vincent, quelque chose à rajouter? Non, nous, on discute. Nous, notre focus, c'est partenariat. Donc, bien entendu, d'ailleurs, toutes nos réflexions ont été faites avec des cliniciens qui sont sur le terrain. Donc, c'est impossible pour nous. Je ne vais pas utiliser le rôle de soignant parce que on considère les patients comme des soignants aussi, mais on est dans la prise en compte de l'ensemble des partenaires de relations. On est focalisé principalement là-dessus. Merci. Alors, moi, je vous dis un très grand merci pour avoir préparé cette présentation et d'avoir répondu aux questions. Et je vais laisser le mot de la fin à Vincent.
Merci Lise. Moi aussi, je vous remercie beaucoup. C'était vraiment, c'est toujours un grand plaisir et très intéressant de vous entendre. C'est sûr que dans ce contexte très particulier, ça donne une perspective et un éclairage qui sont particulièrement intéressants pour nous et source de réflexion pour la suite. Alors, on va continuer nos réflexions, on va continuer nos efforts pour essayer de mieux intégrer cette dimension dans tout ce qu'on fait au centre de recherche. Et puis, ravi de continuer à travailler avec vous. Merci à tous d'avoir assisté à la conférence. Merci Lise de l'avoir animée. Merci Mireille, Linda, Charles pour l'organisation et la logistique. Et on se retrouve, je ne sais pas exactement quelle est la prochaine date, mais à la prochaine conférence de vendredi. Si ce n'est pas la semaine prochaine, ce sera celle d'après. À bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous.